bonsoir à vous toutes et tous, physiquement et numériquement. Je voudrais simplement, avant de présenter nos deux protagonistes, Patrick et Catherine, peut-être demander à Evelyne, qui est la présidente du comité, enfin, c'est pas la présidente, mais bon. Oui, va expliquer, qui représente, si je le dis comme ça, l'association des auditeurs de l'IHEST. Et c'est au nom de cette association que nous vous offrons cette rencontre ce soir. Donc, Evelyne, je te laisse la parole. 2 minutes, s'il te plaît, parce qu'on est un peu limité par le temps. Ah ben, tu as un micro, c'est parfait, tout va bien. Bonsoir à tous les présents et puis à tous nos... Parce que sinon, on ne t'entendra pas. À tous les participants aussi à l'extérieur. Donc l'association des auditeurs et auditrices de l'IHEST s'est regroupée dans une association pour continuer à réfléchir ensemble, à avoir des initiatives par rapport au rapport entre l'école et entre les recherches et la société. Et donc ça fait déjà une quinzaine d'années que ça fonctionne. L'objectif, c'est de persévérer dans ce qu'on a appris au cours de cette formation en termes d'intelligence collective, en termes de débat avec d'autres parties prenantes de la société. Et donc, ça nous amène à publier, quand on a pu faire un travail, de publier quelques ouvrages. Donc, je voulais vous remontrer celui qui vient de paraître là, fin 2025, face aux urgences écologiques. C'est un travail collectif d'une quinzaine d'auditeurs et d'auditrices. Et nous poursuivons encore cette année avec un nouveau projet que j'ai le plaisir de vous annoncer, qui va traiter de l'intelligence artificielle et de l'éducation, l'intelligence artificielle générative, ses rapports avec l'éducation. Donc, nous allons solliciter tous les auditeurs et auditrices pour leur demander leur contribution écrite ou à travers des réunions qu'on va organiser à partir du mois de mars. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a toujours collaboré avec Sylvane et Catherine et on est très heureuse. Moi, je suis très heureuse de rencontrer Catherine dans cette occasion parce qu'on se connaît depuis très longtemps et de lui permettre de faire présenter son ouvrage qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre, on a déjà eu l'occasion d'en parler dernièrement quand on était à la Sorbonne. Et c'était vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup, Evelyne, et merci encore à l'association de nous donner cette occasion. Et au nom d'ailleurs des auteurs du livre que tu as présenté, peut-être qu'on pourrait faire la même chose et le présenter peut-être, je ne sais pas, au mois de mars, au mois d'avril, enfin on verra avec vous, si évidemment ce soir, cette formule vous convient. Alors, Patrick Caron, Catherine Veglio. Patrick Caron, grand chercheur, géographe de formation, vétérinaire, puis tu as fait évidemment beaucoup d'autres choses, et chercheur au CIRAD, président d'Agropolis International, encore, toujours, et ex-président du GIEC, du GIECO, oui. Non, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Du CGIAR, excusez-moi, ça doit être l'âge. Non, c'est pas le GIECO, c'est le CGIAR, qui est en fait le GIEC pour les questions d'alimentation, si je le dis d'une façon pas tout à fait exacte. Allez, vas-y. Non, ça c'est le HLPE, Ah, le groupe d'experts de haut niveau du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale. et il y a... Ça, c'était de 2015 à 2019. Voilà. CGIAR, c'était plus récent, D'accord. jusqu'au 31 décembre. Merci. Je pense que c'est aussi important de faire ce point plus exact. Patrick, donc spécialiste notamment des questions d'alimentation, vous l'aurez compris. Et puis Catherine, assez pratique avec le micro. Catherine Veglio, qui est une collègue de l'IHEST depuis presque les débuts, puisqu'elle a été en charge de la programmation à l'IHEST sous la présidence de Marie-Françoise Chevalier-Le Guyadère, qui elle était la première présidente, à qui je rends hommage pour notamment à l'occasion des 20 ans de l'IHEST.
Donc, Catherine, ensuite, n'a pas quitté de vue l'IHEST et en 2020, 21 même, je me souviens exactement, je lui ai demandé de nous rejoindre à nouveau pour monter les séminaires et les universités les séminaires territoriaux et les universités territoriales, on va pas s'embêter avec le féminin et le masculin, qui sont une des actions phares de l'IHEST à côté du cycle national que vous connaissez bien. Donc, Catherine et Patrick, un chercheur et alors une collègue, mais surtout une autrice qui en est à son deuxième roman, hein, qui va ce soir nous parler de ce deuxième roman qui s'appelle Des vies sans refuge, et Patrick, un scientifique. Donc, cette conjonction de deux personnes qui représentent deux piliers finalement de la culture française, les sciences et la littérature, peut être quelquefois un peu étonnant. Et d'ailleurs, Patrick, dans ta préface, tu poses une question que j'aime bien et tu dis euh, la place et la responsabilité non, c'est pas ça, c'est pourquoi faire appel à un scientifique pour porter un regard sur une fiction? Voilà, et c'est peut-être une question que vous vous posez aussi, et c'est à cette question que nous allons essayer de répondre ce soir. Je vous propose pas une conférence. Ce que j'aimerais, c'est qu'on fonctionne en trois temps. Un premier temps, on va essayer quand même de demander à Patrick et à Catherine ce qui les a motivés pour travailler ensemble sur ce sujet, si je peux le dire, puisque Patrick a préfacé le livre de Catherine et Catherine a quand même fait l'essentiel du travail. Mais cette rencontre, qu'est-ce qui a motivé cette rencontre? Deuxième temps, j'aimerais qu'on parle un peu des sujets, des thèmes abordés, parce qu'il y a beaucoup de science dans le livre de Catherine, à travers la littérature. Donc, c'est intéressant d'avoir la vision de l'écrivain et la vision du scientifique. Et Patrick, on te demandera à plusieurs reprises si on est dans l'imagination totale ou si on est vraiment basé sur des faits scientifiques et des recherches scientifiques. Et puis, dans un troisième temps, j'aimerais qu'en fait, on co-construise ensemble, ce soit un temps un peu d'intelligence collective, que vous nous disiez d'abord ce que vous avez pensé de ce qui vous sera exprimé ici. Vous êtes venu avec quelles idées en tête par rapport à la science et la littérature, et puis comment les sciences peuvent être un vecteur la littérature peut être un vecteur de partage de la science pour peut-être toucher davantage les citoyens et permettre justement de diffuser cette science qui est malheureusement, qui commence à être contestée, y compris par le pays dont je n'imaginais pas une seconde qu'il pourrait décapiter la science, à savoir les États-Unis de Donald Trump. Bien, alors, on va commencer. Comme on parle d'un livre, tout le monde ne l'a peut-être pas lu, c'est une erreur, mais vous pourrez la réparer. Je voudrais aussi dire, puisque Sylvain applaudit, c'est important, que l'éditeur de Catherine, c'est Sylvain Allemand, Serendip Éditions, et il faut du courage aujourd'hui pour lancer une maison d'édition. Et Sylvain a lancé il y a quelques années Serendip, et je vous invite vraiment à aller sur son site et voir l'éclectisme des livres qu'il a publiés. Et donc, un roman, ça faisait aussi partie hein, de cet éclectisme. Alors, si vous n'avez pas lu le livre, on va commencer par le chapitre 1. Donc, je vais vous en lire un extrait. Cela faisait de longues heures qu'il se battait contre le temps et la nature. L'eau, folle et indomptable, s'est emparée de tout. Il n'entendait plus son terrifiant vacarme. La masse de rochers, de boue et de débris avançait inexorablement, langue dévorante et puissante. Dans l'indescriptible chaos, il ne distinguait plus rien. La pensée et les mots l'avaient abandonné. Mais en une fraction de seconde, il sut. Un être avait cessé de lutter et dérivait. Il passait tout près de lui, presque à portée de ses mains. Alors, il lança son grand corps dans la gueule du monstre répugnant, en hurlant au cas où on l'entendrait, et pour conjurer son effroi. Dans la force du flot désordonné, il fut comme pris par un étau d'invisibles tentacules. Elle ne tarderait pas à le précipiter avec tout le reste dans le vaste égout de la catastrophe. Dans un incommensurable effort, il parvint à rester droit un court instant,
Il eut juste le temps de faire ce geste si simple et pourtant miraculeux, tendre son bras et attraper celui de l'autre. Puis il tomba, déséquilibré par un panneau de bois qui heurta violemment ses reins. Mais il ne lâcha pas, accroché au corps étranger comme un chien sauveteur ou naufragé. Il réapparut à la surface du cloaque, transfiguré par un masque de boue, la bouche ouverte pour reprendre de l'air. Il n'en sortait aucun son, cri muet d'un vieux colosse, encore vivant. Il jeta ses dernières forces dans la bagarre. Enlaçant l'être inanimé, il s'arracha à la puissance de la coulée et fit 5 pas. Ils s'effondrèrent, 2 improbables sculptures de terre, 2 gisants que la vie retenait au bord du gouffre. Ainsi commencent des vies sans refuge. Donc, Catherine, à toi de nous dire comment tu as structuré ce roman. J'espère vous avoir donné envie de savoir la suite. Donc, sans spoiler, quelle est un peu l'action, les personnages, le lieu? Est-ce que tu peux nous en dire ce que tu veux, sans spoiler, mais nous en dire assez pour qu'on puisse ensuite continuer la rencontre? Merci Sylvane. Et d'ailleurs, je voudrais quand même faire des remerciements avant de répondre à ta question. Remercier bien sûr l'association des auditeurs de l'IHEST et tout particulièrement Sylvane qui a vraiment pris en main la rencontre d'aujourd'hui. Remercier toute l'équipe de l'IHEST et puis bien sûr Patrick qui a écrit la préface et mon éditeur Sylvain Allemand. Alors l'action, en 2 mots. Eh bien, il était une fois demain. C'est un roman d'anticipation. Et donc, nous suivons les tribulations. Je dis bien tribulations parce que c'est vraiment pas un parcours de santé. Les tribulations d'un groupe de migrants qui fuit sa région d'origine parce que, comme dans cette époque future, comme beaucoup d'autres régions du monde, elle est devenue invivable parce qu'on est dans un monde bouleversé par le réchauffement climatique et dans un monde qui est dominé par une grande puissance que je nomme l'Empire, dont les entreprises sont des bras armés en fait de sa politique à l'international. Et on voit l'une d'elles, qui est un acteur important, qui est une entreprise de l'agroalimentaire, qui s'appelle Food for Safe Group, et qui prend en charge d'ailleurs l'insertion et l'accueil de ce groupe de migrants, et qui va les entraîner dans une expérimentation dont le but est quand même très inavouable, hors de tout cadre éthique. Et bien sûr, je ne vais pas le dévoiler, c'est le cœur de l'intrigue. Voilà pour l'action. Après, tu me demandes les lieux. Ben, il y a 3 lieux principaux parce que en fait, il y a 2 lieux qui représentent l'enfermement pour ces migrants et un lieu qui est un espoir pour eux, un peu pas la fin de leur voyage, mais ce vers quoi ils veulent aller, qui est cette grande ville de ce pays d'accueil. Alors, en 2 mots, les lieux, le village des jours meilleurs. Comme l'a dit un de mes lecteurs, Christian Gattard, il m'a dit c'est quand même de l'ironie glacée. Parce que, en fait, ce village des jours meilleurs, certes, il est présenté comme un lieu d'innovation sociale pour l'insertion des migrants par le travail et pour leur assimilation, parce qu'il s'agit bien d'assimilation dans ce monde-là, par la langue, la culture, etc. Mais en fait, c'est vraiment un camp qui ne dit pas son nom. On est dans un monde où l'asile trie, dirige et c'est d'être une entreprise de fabrication du migrant modèle. Voilà pour le village des jours meilleurs. L'autre lieu d'enfermement, c'est l'île numéro 107. Il y a des numéros parce que c'est un monde où l'on compte. Ou si il faut être utile, ou si on ne l'est pas, on n'a pas trop d'avenir. Et donc l'île numéro 107, c'est un espace présenté comme un espace d'innovation scientifique avec une unité pilote qui prépare un aliment miracle pour sauver des populations qui fuient justement en situation d'urgence. Sauf que là encore, cette expérimentation, comme je vous l'ai dit, elle va être déviée. Mais là aussi, je ne vais pas non plus vous dévoiler. Donc, lieu d'enfermement également. Mais on a fait une sorte pour parler comme un grand, avec des gros guillemets personnages actuels, on a fait un deal. L'entreprise a dit à ce groupe de migrants, si vous participez à l'expérimentation, en échange, votre parcours d'insertion sera beaucoup plus rapide.
vous arriverez beaucoup plus vite dans la ville, troisième lieu. Donc, pour les migrants, un espace rêvé où ils espèrent trouver la place dans ce monde qui tarde vraiment à les accueillir. Mais en fait, on le verra, comme on est dans un monde très autoritaire, c'est une ville où certes, ça peut être agréable d'y vivre dans la mesure où c'est des espaces végétalisés, mobilité douce, etc. Sauf que c'est quand même une ville ultra sécurisée. Et pour y entrer, il faut faire ses preuves. Voilà pour les principaux lieux. Est-ce que je dis quelques mots sur les personnages? Écoute, rapidement, parce que j'aime. En fait, tu vas en dire, mais je vais quand même te poser la question, parce que vu tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui t'a amené à inventer cette fiction, à écrire ce livre? Ben, c'est toujours une question difficile, en fait, de savoir pourquoi, à un moment-là, une telle histoire surgit dans nos pensées et après s'anime avec des personnages qui vont prendre vie et qui vont finalement entraîner l'auteur dans leurs actions. Mais je suis pas la question. Je pourrais dire à quel questionnement inquiet finalement est lié ce roman. Et il fait écho à quoi dans l'histoire? Eh ben, j'y ai réfléchi. Il y en a trois, en fait. C'est un questionnement inquiet, mais comme beaucoup, je pense, de nos concitoyens, sur le devenir de l'humanité dans un monde qui est quand même dévasté, qui risque d'être quand même très dévasté par ce réchauffement climatique, qui est déjà en proie à ce réchauffement climatique, à des conflits récurrents. Voilà, ça c'est la première interrogation. La deuxième, c'est le devenir de notre Europe dans un monde de puissance agressive, puisque l'action principalement se passe en Europe. Et puis, la troisième interrogation, c'est le devenir de notre vie en société, parce qu'en fait, en parlant de l'accueil des migrants, j'invite à nous interroger sur comment accueillera-t-on demain ces populations. En fait, la grande question, c'est du monde de demain, qui sera l'hôte? Voilà. Après, je peux peut-être. Alors, attends. Sur les personnages, on va y revenir. Je voudrais, moi, savoir, Patrick, ce que un scientifique comme toi vient faire dans cette histoire et pourquoi as-tu accepté de d'écrire la préface de ce livre? Bonjour tout le monde. Je pourrais presque me le demander aussi, mais je me le suis demandé. Et oui, je l'ai écrit. Bon, déjà avant, je voudrais remercier déjà Catherine de m'avoir embarqué dans cette aventure, dans ce voyage qui est très stimulant. Et puis l'association des auditeurs et l'IHEST, j'ai eu un passé et cette ambition et cet enjeu de renforcer la culture scientifique, j'y tiens particulièrement. Donc, ça fait partie aussi de mes motivations. Et remercier Sylvane pour l'incroyable énergie de donner suite à ce voyage. Je ne sais pas où on va aller après, mais voilà, je suis pas mécontent. Pourquoi? Alors déjà, la héroïne, c'est pas moi, hein, c'est Catherine. Donc il faut remettre l'église au centre du village quand même. C'est Catherine, c'est Catherine jusqu'à ce qu'elle nous ait expliqué qui était son héroïne. Voilà. Alors on va voir ça tout à l'heure. Donc pourquoi moi? D'abord, ça a d'abord été une surprise, hein, puisque préfacer un roman, mais une très agréable surprise et qui a attisé ma curiosité à un tas d'égards. Le premier, c'était quand même la curiosité de voir comment quelqu'un écrivait sur des thèmes et des objets que je manipule de par ma profession, de par mon métier, de par mon engagement. Donc de voir le regard de quelqu'un d'autre qui n'avait pas... Enfin, si, Catherine a une culture scientifique, on ne peut pas être à l'IHEST sans avoir de culture scientifique, elle nous le démontrera peut-être après, mais en tout cas qui n'était pas, qui était pas originaire du monde académique, et de voir surtout la curiosité de voir comment un récit pouvait apporter quelque chose par rapport aux méthodes, aux protocoles, aux règles
de l'académie que j'utilise et du coup avec des configurations complètement différentes et des routines complètement différentes. Je pense qu'il y avait aussi une autre motivation d'un tout autre ordre et je pense que c'est clair d'après ce que Catherine nous a dit, c'est que c'est un récit provocateur. Et c'est un récit qui manipule au-delà de la fiction, qui manipule des objets qui nous parlent tous les jours, que ce soit l'alimentation ou les grands enjeux de société, et que derrière cette provocation, le récit nous amène à rejeter quelque chose. Donc ce lien entre la connaissance, qui est plutôt mon métier, produire de la connaissance, et un récit, la manière de le rendre abordable par d'autres pour provoquer une réflexion et pour provoquer un changement, je crois que c'était pour moi une motivation forte de me confronter et d'avoir ce dialogue tous les deux. Merci. Alors, Catherine, comment as-tu utilisé la science alors dans ton roman? Parce que Patrick vient de dire que tu avais une culture scientifique, que tu étais aussi sur des sujets qui étaient des sujets qui aujourd'hui, dont la science aujourd'hui s'empare. Comment tu l'as utilisé et pourquoi tu t'es appuyé sur la science? Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a des aspects. Alors, effectivement, je ne suis pas scientifique de formation, je ne suis pas universitaire. En revanche, je suis journaliste à la base, donc j'ai toujours eu l'habitude de croiser les sources, de les utiliser, bien de les identifier, d'en vérifier les origines. Et ça, c'est important aussi. Et c'est vrai que ces aspects scientifiques et technologiques, ils sont vraiment constitutifs de l'histoire. Ils sont vraiment l'étayage, en fait, parce que sans le fait migratoire, tel que je l'aborde, sans les dérèglements climatiques, sans cette question de sécurité alimentaire, ce serait pas du tout la même histoire. Mais en fait, ma chance, c'est vraiment par ce parcours et par ce compagnonnage que je salue donc depuis une dizaine d'années auprès de l'Institut des hautes études par les sciences et la technologie. En fait, c'est d'avoir côtoyé une diversité de scientifiques dont les travaux, en fait, sont des vraies ressources, des pépites pour explorer le futur et pour nourrir l'imaginaire, parce que sans cesse, ces scientifiques nous alertent. Et en fait, quand on est auteur, on en devient, ou citoyen, et moi, en tant qu'aimant écrire, en fait, on en devient intranquille. Je regarde Lucile Grasset parce que on a souvent un petit clin d'œil autour, parce que ça nous a beaucoup marqué quand Bruno Latour était venu faire une conférence de clôture du cycle national de l'Institut autour de son livre Où atterrir. Et souvent avec Lucile, on se repose cette question par rapport aux enjeux. Ça prouve que ça nous a marqué. Et finalement, ça prouve aussi qu'on peut, chacun d'entre nous peut s'en emparer. Et moi, à travers le récit, certes, j'ai une liberté totale par la littérature, par la fiction, d'utiliser ces ressources, et ça fait que je peux ouvrir tous les champs des possibles, qu'ils soient dystopiques, comme c'est vraiment le cas ici, ou utopiques, ça pourrait aussi arriver, mais voilà. Et puis finalement, cette réalité qui est analysée par les scientifiques, par cet imaginaire, je redécris, la littérature formule quelque part des nouveaux récits qui aussi vont toucher le registre de l'émotion chez le lecteur et peut-être leur dire, voilà ce qui pourrait advenir. Merci Catherine. Alors, on va poursuivre un peu avec le roman et commencer à aborder les personnages. C'est vrai que j'ai un petit peu modifié mon plan initial, mais ça me semblait intéressant de creuser déjà cet aspect-là. Alors, un autre passage du livre. Certains parmi les êtres vivants avaient renoncé. Les dérèglements du climat avaient brisé l'énergie des derniers oiseaux migrateurs. Les marathoniens ailés ne survolaient plus le désert depuis longtemps. Désaxés, ils mouraient en nombre dans des réserves naturelles trop fragiles pour les porter tous. Pour les nouveaux sédentaires, les habitats étaient rarement favorables. Cette nuit-là,
La colère des cieux avait choisi de tout rejeter, d'emporter aussi les humains, leurs abris, leurs déchets, tous fracassés sans distinction, comme s'ils étaient en trop, pense Kumba en fermant la caisse. Des surnuméraires, effacés du cadre. Saisie par un accès de mélancolie, elle arrête son rangement méticuleux. Dans l'article, on la qualifie de miraculée. Ce statut d'exception lui a valu une place au village des jours meilleurs. Alors Kumba, qu'est-elle Kumba et quels sont donc les héros de ton livre? Alors, effectivement, ce groupe de migrants dont Kumba est le leader, en fait, avec son compagnon Alioune, c'est l'acteur central. Et qu'est-ce que j'ai voulu montrer à travers eux, qui sont vraiment confrontés à des situations difficiles, puisqu'à un moment, ils sont carrément des prisonniers face à une expérience qui devient ultra dangereuse. C'est de se dire que, en fait, même quand il ne vous reste plus rien, la liberté qu'il vous reste, c'est de choisir ce que vous allez faire avec ce qui vous arrive. Et là, on voit justement Kumba, qui est vraiment une femme courageuse, qui a traversé plusieurs épreuves, déterminée. D'ailleurs, Kumba, dans plusieurs langues africaines, ça veut dire celle, j'ai recherché tout à l'heure, celle qui possède la force, en fait, et qui incarne vraiment cette force de vivre et ce qu'on retrouve chez beaucoup de migrants, c'est-à-dire mus par une espérance, pardon, et de l'espérance finalement de trouver leur place, une volonté de reconnaissance. Ils se posent jamais comme des victimes. C'est pas du tout comme ça qu'ils se positionnent, même quand ils sont acculés sur cette île à la pire des situations. Voilà. Donc, les héros principaux, il s'agit d'un groupe de migrants. Alors, on aura ensuite d'autres personnages qui vont arriver les uns après les autres. Donc, c'est un des thèmes centraux du livre, les migrations, les migrants. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là, Catherine, et comment le développes-tu? Alors, on a vu avec une métaphore, tu viens de dire aussi quel était un peu le drame de ces migrants, mais pourquoi ce thème-là? Pourquoi ça te... Et je crois que ça te tient aussi au cœur personnellement, ce thème. Bien, je l'ai dit, hein, c'était aussi tout à l'heure, j'ai dit l'inquiétude sur le devenir de nos sociétés qui sont très fracturées, plutôt qui deviennent très communautaristes, avec des difficultés de dialogue, en fait, avec une radicalité. Et du coup, pour moi, finalement, si ça me tient à cœur, la migration, c'est aussi parce que ça représente d'accueillir l'autre, c'est aussi faire son apprentissage, en fait. C'est l'accueillir, c'est s'ouvrir à son altérité. Donc, c'est comme un curseur, en fait, cette question migratoire. Pour moi, il y a donc une centralité de poser le fait migratoire pour comprendre comment nos rapports sociaux évoluent et comment, en fait, nos façons de vivre ensemble ou de ne plus vivre ensemble évoluent. C'est ça, pour moi. Après, c'est vrai, mais je pense que tu fais allusion à mon histoire familiale. Mon nom, c'est un nom italien. Voilà, mais c'est vrai que la condition migrante, elle fait partie de mon histoire familiale, mais c'est le cas de beaucoup de personnes ici. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même ce que j'appelle, moi, des récits qui m'habitent, des fantômes tenaces dans ma mémoire. C'est des fragments de l'histoire familiale que l'on se passe de grand-mère en père, en fille, et qui racontent, c'est vrai, une histoire au début du siècle difficile, compliquée, parfois violente, de migrants qui arrivent dans le sud de la France. Je ne rappellerai pas, c'était pas le cas de ma famille, mais le massacre des migrants italiens à Aigues-Mortes en 1893. Donc il y a cette violence, et d'ailleurs on voit cette violence même s'il y a la métaphore des oiseaux migrateurs, dans ce passage-là. Voilà. Et Kumba, c'est la femme qui a failli couler dans l'eau et dans la coulée de boue tout au début, bien évidemment, du roman.
Moi, je voudrais savoir si le fait que tu lis justement le changement climatique et les migrations a une relation. Ben oui. Oui. Donc, les migrants climatiques, en gros, est-ce que ça va s'accentuer, les migrations? Alors, moi, je suis pas expert hein, de mais je veux quand même répondre à ça parce que Oui. justement, c'est pour ça que je tenais. Sylvane a choisi. Je savais pas ce qu'elle allait lire, mais je lui dis, s'il te plaît, Sylvane, est-ce que tu veux vraiment lire ce passage sur cette métaphore? Parce que pour moi, elle est vraiment très importante parce qu'elle souligne que si on s'interroge, parce qu'il y a cette phrase violente, quand ils s'abattent, bon, parlons des oiseaux, trop nombreux dans des champs cultivés, on les chasse. Donc c'est vraiment une métaphore pour moi qui souligne que si on s'interroge sur l'accès à la nourriture de populations qui ont fui leur région parce que ces régions sont maintenant, à cause des dérèglements climatiques, dépourvues de sols cultivables, dépourvues d'eau, dépourvues d'énergie, s'interroger sur cet accès à la nourriture, mais c'est aussi poser la question de leur accueil, en fait, et de l'hospitalité. Et en fait, si je devais résumer la question vraiment centrale en écho de cette histoire, ce serait vraiment celle-ci. Comment accueillera-t-on demain des populations qui fuiront donc des régions hostiles à la vie humaine entre d'une part l'hospitalité ou la relégation? L'encampement, comme le montrent les travaux de Michel Agier à l'EHESS et à l'IRD d'ailleurs, c'est ça la question centrale. Et c'est vrai que je voulais quand même dire que cette question, et il y a une très belle expo, je ne sais pas si elle est encore en ce moment, mais elle y était en fin d'année au Musée national de l'immigration, qui est vraiment sur ce sujet. Migration et climat, comment habiter notre monde? Effectivement, c'est pas une question nouvelle. C'est une question qui est ancienne, qui est universelle et qui montre bien que les migrations liées au climat, elles sont multifactorielles. Quand on part, le facteur climatique peut interagir avec des facteurs politiques, des facteurs sociaux. Si on prend juste un exemple historique, et puisqu'on parle de fiction, je voudrais quand même citer, il y a près d'un siècle, donc le livre de Steinbeck, Les raisins de la colère, 1939. Cependant, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, eh bien, on peut se dire que ces migrations liées au climat risquent effectivement d'augmenter. Alors, augmenter probablement très sensiblement. Donc, Patrick, est-ce qu'on peut faire un lien aujourd'hui déjà entre la question alimentaire qui risque de se poser et les migrations? On peut se poser la question parce que je me souviens, j'étais petite hein, dans les années 60, même 70, en Inde, il y avait des famines en permanence. Et pourtant, les Indiens n'ont pas migré. Donc, c'est pas forcément évident qu'on migre parce que on crève de faim dans le pays où on est. Alors, est-ce que le climat va changer ça? Comment est-ce que je m'adresse un peu aux géographes aussi, hein, comment est-ce que la science analyse cette situation? Alors, tout d'abord, un scientifique commence par dire ce qu'il peut pas dire. Donc, je suis pas démographe et je suis pas climatologue. Hein. Mais c'est vrai que quand juste par rapport à la provocation sur l'Inde, on migre aussi quand on peut migrer. Et on ne peut pas toujours migrer. Mais si on reprend l'histoire de l'agriculture, depuis le néolithique, elle est faite de mouvements. Moi, je vais parler du coup du point de vue de l'agriculture et de l'alimentation. Elle est faite de mouvements dans la nuit des temps. Alors d'abord les cueilleurs-chasseurs, mais ensuite, dès le XVIIIe siècle, une intensification des échanges, déjà avant, hein, mais une intensification des échanges de ressources génétiques. Hein. On, on va chercher le cacao en Amérique, on va chercher le café en Afrique, on va chercher le thé en Asie, alors qu'on pourrait très bien s'en passer. Ce que raconte Grattalou dans un très bel ouvrage qui s'appelle Le monde dans nos tasses, où on invente le petit déjeuner et on voit ces migrations non pas humaines,
de ressources génétiques après les grandes migrations et la découverte des Amériques quand même. Donc, de tout temps, il y a eu ça. On peut aussi le traduire dans d'autres domaines. La mobilité, avant de revenir sur les mobilités humaines, elles étaient aussi la mobilité des bassins de production. Et des bassins de production selon les cycles économiques, selon les phénomènes aussi de peste, de maladies animales, végétales, humaines. On a par exemple le cacao qui se déplace d'un continent à l'autre et la Côte d'Ivoire ou l'Asie du Sud-Est qui deviennent les principaux producteurs alors que la production était originaire d'Amérique latine. On voit donc dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation des mobilités immenses alors qu'on a tendance à, au contraire, les penser comme statiques. Et c'est vrai que également depuis la nuit du temps, les trois piliers de la stabilité politique ont toujours été la faim, la maladie et la guerre. D'ailleurs liés les trois ensemble, et que ces processus-là ont généré eux-mêmes énormément de mobilité. Donc, la migration n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'on voit par contre aujourd'hui, et à l'échelle mondiale et avec une intensité redoublée, c'est une intensité des conflits, de plus en plus... alors, on les avait oubliés un petit peu quand ils étaient localisés, mais ils sont souvent liés soit à des questions d'accès à l'alimentation et de survie, soit à l'accès, on voit encore aujourd'hui, aux ressources minières ou aux ressources extractives. Et donc ces processus de colonisation, de mobilisation s'intensifient et se lient au conflit, mais s'intensifient aussi sous l'effet des questions climatiques. Et on parle de plus en plus effectivement de migrants climatiques, pas uniquement dans les petites îles qui vont être submergées comme les Maldives, mais aussi liées aux phénomènes extrêmes, puisque le changement climatique, c'est pas uniquement la hausse de température, sont aussi et avant tout des processus et des événements extrêmes qui mettent à mal les récoltes, inondations, sécheresses, catastrophes climatiques. Donc voilà ce lien de plus en plus important entre le contexte climatique, les conflits et la démographie, effectivement, il s'observe partout. Si je peux faire un petit commentaire Bien sûr. sur une minute sur les sources qu'utilise Catherine, Oui. puisqu'on y a fait référence tout à l'heure. Elles sont pas explicites comme dans mon métier à moi. C'est-à-dire, il y a pas à la fin de l'article, allez voir machin, bidule, qui a publié ça en 1948. Mais par contre, il y a, comme Catherine l'a dit, un ensemble de sources mobilisées par une culture et de la science et du journalisme. Et ça, c'est très prenant, si bien que on a eu cet échange-là avec Catherine. Est-ce que c'est un roman de fiction ou un récit d'anticipation? Et c'est probablement pas un roman de fiction, parce que beaucoup des choses qui sont présentées, parfois un peu exagérées, on n'a plus de sol cultivable, donc on n'a plus d'agriculture, on est au post-carnivore, donc tout ça, on n'en est pas là, mais beaucoup des choses reflètent quand même et montrent un monde qui existe déjà, avec un trait de plume un peu accentué et qui pousse un peu plus loin. Mais j'ai rien trouvé de vraiment irréaliste dans ce que j'ai lu. C'était dit parfois avec violence, parfois en forçant le trait, parfois de manière un peu étrange et surprenante, mais du coup provocatrice. Mais je vois dans la réalité d'aujourd'hui des choses encore beaucoup plus loufoques que ça. Quand on parle d'aller sur Mars, parce qu'on n'a plus les ressources nécessaires, pour ne citer qu'un exemple, on a déjà des choses comme ça dans la réalité. Donc voilà, pour moi, on est vraiment, pour la plupart des éléments rapportés, je dirais pas dans une prédiction impossible pour la science de parler ainsi, mais dans une plausibilité, dans quelque chose de plausible, de possible, et qui décrit et dépeint
à merveille et les processus en cours et là où ils pourraient peut-être aller, pas forcément là où ils vont. Alors, on est dans le plausible. Alors, écoutez un peu ça, le plausible. Les industriels de l'Empire ont soutenu la création d'une filière industrielle dynamique de transformation d'insectes comestibles. Dans les cuisines connectées des tours du quartier des Érables, la culture entomophagique dévore peu à peu les dernières résistances, telle une colonne de termites rongeant de l'intérieur une solide poutre. Même Martin n'échappe pas à l'insidieuse colonisation. Depuis longtemps, il ne se soucie plus de la composition des biscuits qu'il trempe dans son café du matin. Food Safeguard Group n'a pas attendu pour investir dans ce secteur prometteur et créer d'énormes unités de transformation. Le grand Bouddha court la planète pour célébrer la contribution des Tenebrio Molitor, Aceta domesticus et autres Locusta migratoria à la sécurité alimentaire mondiale. Cette nourriture de haute qualité nutritionnelle assure la subsistance de millions de migrants, assure-t-il. Riche en acides gras, elle est particulièrement indiquée pour les enfants sous-alimentés. Dans ce domaine, le Village des Jours Meilleurs est un laboratoire d'innovation sociale soutenu par l'AIEIC, Association internationale d'élevage d'insectes comestibles. Chaque unité d'habitation est équipée d'une mini-ferme d'élevage de ténébrions, faciles à élever. Sur le site internet du village, la page de présentation évoque un élégant terrarium où les insectes croissent et se multiplient sous les bons soins de chaque éleveur dans de parfaites conditions sanitaires. Food for Safe Group s'occupe de tout. Il livre le matériel rempli d'un substrat couvert par le secret industriel, la matière première, et retire la production au bout d'un mois pour la réduire en poudre. Une part est collectée par les résidents réservés à leur autoconsommation. Des dames charitables de la métropole viennent chaque semaine leur apprendre à joindre l'utile et l'agréable. Ici, on pétrit une savoureuse pâte aux larves, tout en apprenant à conjuguer au présent le verbe manger. Ah, Burke, Catherine, est-ce que ce type d'alimentation est complètement folklorique? Ben, moi, justement, je ne sais pas du tout quel monde il y aura dans nos tasses demain, mais c'est vrai, mais Patrick a déjà répondu à la question. Je fais finalement le choix d'une fiction avec une rupture alimentaire radicale, mais c'est un thème qui m'est cher, puisque dans mon premier roman, c'était à travers la vie d'un des derniers éleveurs européens, je préfigurais la fin de l'élevage et donc la fin aussi de la culture du champ, CHAMP, et l'avènement d'une ère post-carnivore. Donc finalement, c'est vrai que je tire ce fil, mais ça m'intéresse cette histoire de rupture alimentaire radicale, en fait, parce que ça montre aussi une idée qui est bien présente, je trouve, dans nos sociétés. C'est selon laquelle, en fait, la technologie, les solutions technologiques trouveraient un remède à tous nos maux. Et dans l'agro-industrie, d'ailleurs, c'est très présent cette idée. Beaucoup face aux crises futures, là je parle de la réalité, pas de mon roman, mise plutôt sur une sorte de résilience fondée sur la technologie, plutôt que sur une transformation profonde de nos méthodes de culture finalement agricole. Mais ça, c'est le sujet de Patrick. Oui, ben justement, Patrick, est-ce que c'est une pure imagination? Parce que bon, tu as déjà donné des indications, mais j'aimerais que tu précises comment on va s'alimenter demain si on n'arrive plus à alimenter les 10 milliards d'hommes de la manière dont on a toujours procédé depuis le néolithique. Bon, déjà, on reconnaître que l'alimentation, c'est un processus complexe qui ne sont pas que des calories. C'était un peu le dernier mot de la lecture. C'était pas que des acides aminés, pas que des acides gras, pas que des calories. C'est d'abord un processus social et un acte social.
manger. Bon, ça répond à des besoins physiologiques pour qu'on soit en bonne santé, mais c'est d'abord aussi un acte social. C'est aussi pour ça que ça génère du conflit ou des alliances et, et, et des évolutions sociales. Reconnaître aussi qu'il y a une évolution permanente de l'alimentation. On met souvent en avant la standardisation et l'homogénéisation des régimes alimentaires, mais en fait, il y a un double mouvement à la fois de standardisation, on mange de la pizza partout, mais aussi de différenciation, et les régimes alimentaires, ils sont complètement différents d'un endroit à l'autre. La pizza qu'on mange aux États-Unis n'est pas la même que celle qu'on mange au, en Colombie ou en Italie, et on réinterprète à chaque fois les cultures alimentaires et la manière de s'alimenter. Est-ce qu'on est capable, pour autant, de produire l'avenir? Enfin, moi, j'en serais bien incapable. Et c'est peut-être aussi là l'intérêt d'un récit qui nous amène à brusquer notre imagination, à brusquer la réalité, tout en restant plausible, nous amène à imaginer des futurs possibles, qui est de souligner les limites de la science, d'une certaine manière. Les limites de la science par rapport à la projection, par rapport à la prédiction et par rapport à la prescription. Et en particulier quand le scientifique est appelé comme expert auprès du politique pour recommander, pour suggérer, pour proposer. Justement, la fiction et le récit nous amènent à envisager les plausibles et l'ensemble des possibles, alors que la science est parfois incapable de traiter cette complexité, l'incertitude des données, l'incertitude des contextes, les interactions extrêmement complexes entre un lieu et un autre lieu, entre ceux qui consomment, entre ceux qui produisent et ceux qui consomment, l'impact et l'influence du changement climatique, pour faire référence à ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc, du coup, le récit est d'un recours extrêmement utile et intéressant. Dire que ça va se passer comme Catherine le suggère dans le récit, je suis incapable de le dire, et deux, je dirais que non, forcément non, mais je suis bien incapable de dire comment ça pourrait se passer autrement. Par contre, le fait de le poser, le fait de le partager, y compris avec des mots forts et voire violents à certains moments, nous force à imaginer ces possibles-là et nous force à penser, y compris avec le registre des apports scientifiques, et à imaginer les futurs possibles. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de l'avoir posé sous l'angle de l'alimentation. Alors, je prêche pas forcément pour ma chapelle en général, hein, mais parce que maintenant, on reconnaît que la question alimentaire est au centre des enjeux de transformation du monde. Elle lie aux questions migratoires, on l'a vu, aux questions climatiques, pas seulement parce qu'il y a des migrants climatiques, mais également parce que l'agriculture émet un tiers des émissions de gaz à effet de serre, pareil, 70% de l'érosion de la biodiversité, etc., etc. Donc, comment penser et transformer et l'agriculture et l'alimentation? Donc, le fait de le voir sous l'angle de l'alimentation et de nous forcer à le penser autrement, c'est aussi une manière d'aborder et de questionner l'ensemble des questions de la planète, qu'elles se posent au niveau global ou qu'elles se posent au niveau local. Donc non, je serais incapable de dire, ou plutôt si, je me jette et je risque, je sais que ça ne va pas se passer comme Catherine le dit. Mais le fait de le penser comme Catherine le dit m'amène également à poser les bonnes questions d'un point de vue scientifique et à contribuer à l'imaginaire qui permet d'imaginer des alternatives. D'une certaine manière, par la violence qu'il exprime, le récit de Catherine est aussi une invitation à penser différemment et à construire quelque chose de différent.
Merci Patrick. Et alors, on a vu un deuxième personnage là, qui arrivait dans l'extrait que je vous ai lu qui s'appelle Martin. Et là, on va en voir un autre. Et puis, je te demanderai dans la dernière partie là, sur les thématiques que tu abordes. Et Patrick vient d'ailleurs de l'effleurer. Et de tout cela, il sort un modèle économique et social. Et tu nous proposes une dystopie sur ce modèle économique et social. Donc, il y a un autre protagoniste qui est l'entreprise Food for Safe, bien évidemment, et un espèce de PDG gourou qui s'appelle le Grand Bouddha. Ce Grand Bouddha fait des discours intéressants du style. Dans un monde marqué par un réchauffement climatique majeur et d'énormes flux migratoires, les industriels de l'Empire mobilisent tous les moyens pour nourrir près de 10 milliards d'hommes. Parmi les innombrables projets à l'étude susceptibles de révolutionner l'alimentation, la culture intensive de nouvelles variétés de microalgues est une voie prometteuse. Ces végétaux naîtront dans des photobioréacteurs combinant plusieurs innovations pour atteindre un très haut niveau de productivité. Grâce à l'accès à une énergie nucléaire abondante et bon marché développée par l'Empire, les coûts de fabrication ont considérablement baissé et la culture industrielle à très grande échelle devient possible. Dans quelques années, nous produirons 1000 fois plus de biomasse que l'agriculture la plus performante du début du siècle, a déclaré le Grand Bouddha lors d'un récent talk show. Food for Safe Group a investi des millions dans une unité pilote dédiée à la création d'une microalgue extraordinaire. Vous l'aurez compris, cette unité pilote est sur l'île qui est le troisième lieu ou le deuxième lieu du roman. Alors, quels sont ces personnages? Martin Biard, le Grand Bouddha, et puis il y a une bande de chercheurs quand même dans Food for Safe Group. Bien, en fait, le Grand Bouddha, il est aussi le président de Food for Safe Group et il est surnommé comme ça par ses troupes. D'ailleurs, quand il arrive pour faire une conférence, il faut que le ciel soit bleu. Donc, il y a des avions électriques donc qui, je sais plus, j'ai recherché dans des sources, et tu vois, je m'en souviens plus, mais bon, qui permettent que, en pulvérisant, je ne sais pas quelle Les Chinois chimie. l'ont fait. Oui, les Chinois Et l'ont puis déjà on peut fait. détourner les orages Voilà. pour éviter qu'ils tombent sur les vignes, hein, c'est déjà rare. Mais c'est aussi une image parodique de personnages que nous connaissons déjà à l'est du monde. À l'est du monde, on les appelle les oligarques. À l'ouest, on pourrait aussi les appeler des oligarques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un personnage qui a une très grande puissance financière, qui est complètement corrompu et qui a une grande proximité, collusion avec le pouvoir politique. C'est ça, un oligarque. D'accord? Oui, oui. Mm. Je Donc pense ça, qu'un c'est Elon Musk, c'est aussi ça. voilà, ça c'est le Grand Bouddha. Et puis tu me disais ah oui, il y a un professeur aussi. Alors là, je suis très gênée parce que nous avons un éminent sinologue dans la salle, Christophe Landry. Tu me corriges, hein, mais en fait, le professeur, ça m'a fait drôle, ça m'a fait marrer ça, parce que il s'appelle FU, fou, c'est ça? Et après, DING, c'est dingue. Ding. Dingue. Alors moi, ça m'amusait parce qu'en fait, ce professeur, il est fou dingue. Et c'est vraiment... alors c'est un personnage, finalement, c'est lui qui va faire dévier l'expérimentation, qui va convaincre le grand Bouddha. Mais bon, je vais pas dévoiler, parce qu'il est quand même obsédé par la seule croissance démographique dans ce monde qui est en Afrique. Ça l'obsède. Et il va donc, il peut mobiliser effectivement beaucoup d'argent parce qu'il travaille pour cette entreprise et elle a d'immenses capacités de recherche, hein. On l'a vu, elle met en place des filières industrielles puissantes dans l'algoculture, pardon, et les aliments à base d'insectes. Et c'est vrai que c'est un groupe qui est, puisque tu parles du modèle économique, c'est vrai que c'est inspiré quand même par le modèle chinois. On voit effectivement que les entreprises ont beaucoup de pouvoir économique parce qu'il y a aussi de l'argent de l'État, en fait. Il y a une collusion, en fait. Et donc, cette entreprise, en fait, elle sert vraiment comment dire,
elle sert la vision de cet empire. C'est vraiment ça. Et il y a un effacement aussi, comme je l'ai dit, de la sphère publique, parce qu'elle est bien plus puissante que des États dans lesquels elle implante ses filiales. Et on lui confie donc des missions comme l'insertion, on l'a vu, la gestion des migrants. Et puis surtout, elle symbolise vraiment, pour revenir à l'alimentation, vraiment la prise de contrôle de l'alimentation qui est vraiment devenue, comme l'a dit Patrick, un enjeu stratégique. Et ce qui est aussi, moi, en l'écrivant, mais on le voit déjà, beaucoup de grandes entreprises avec ce qu'on appelle le greenwashing, mais là, effectivement, je vais jusqu'au bout. C'est aussi parfois de la caricature, mais elle s'est complètement, cette entreprise, accaparée le discours humanitaire et écologique. C'est-à-dire que, en fait, cet aliment, il est vertueux, elle le vend comme un aliment vertueux pour sauver des vies, et puis effectivement aussi vertueux sur le plan environnemental, puisqu'il est à la place de micro-algues. Et effectivement, les micro-algues ne consomment pas de terre arable. Le rendement à l'hectare, si on le compare, enfin, ça, c'est beaucoup plus performant. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est déjà, d'ailleurs, les micro-algues. C'est vrai qu'il y a toujours un aller-retour entre la réalité et la fiction dans ce récit. C'est pour ça que c'est effectivement le qualifié de roman, puisque les micro-algues, on les utilise déjà. Vous avez déjà mangé de la spiruline ou de la chlorelle, sauf que c'est encore des produits de niche. Voilà. Alors que moi, dans mon roman, c'est vraiment devenu de la biomasse. Il dit dans son discours, je sais pas, 10 000 fois plus de biomasse avec les micro-algues que l'agriculture la plus performante des années passées. Alors, moi, j'aimerais savoir, Patrick, si dans des colloques, etc., vous imaginez comment on peut produire l'alimentation de demain? Est-ce qu'il faut imaginer, moi ça me fait quand même penser, ton grand Bouddha et cette entreprise, effectivement au modèle chinois, mais excusez-moi, aussi au modèle américain, parce que peut-être qu'en 2024 c'était moins évident. Aujourd'hui c'est évident que les GAFAM sont totalement déculpabilisés, décomplexés. Donc je me demande si on va vers des GAFAM de l'alimentation. Alors, je n'échappe pas à la question, mais je voudrais aussi le prendre sous un autre angle. Je vais commencer par l'autre angle. Et puis, déjà, quand j'ai lu et que j'ai découvert Fooding, j'ai eu peur que Catherine m'assimile en faisant appel à un scientifique. Voilà, bon, j'ai vu que c'était pas moi, enfin, je crois, sans vouloir me projeter. Bon. Mais rappelez quand même aussi la vertu du roman, là. À ce moment, le roman, il permet de connecter différentes sources de connaissances et de se décentrer par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, de comprendre, de lire, de faire un pas de côté, mais aussi de communiquer et voilà, de faire en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui pour en parler. Par rapport à cette question de l'alimentation et les GAFAM, il faut juste revenir à mon avis un tout petit peu en arrière. Et je m'énonce ma conclusion. Il faudrait que Catherine rédige un nouveau roman. Je vais expliquer pourquoi. Revenir un petit peu en arrière parce qu'on sort d'une situation au XXe siècle. On parlait tout à l'heure de démographie où le seul objectif, c'était de produire plus. Quelles que soient les conséquences, quelles que soient les empreintes, ce qu'on appelle les empreintes environnementales, sociales, produire plus. Et pour un producteur, produire plus à l'époque, c'était nécessairement économiquement plus rentable, donc attractif. Et dans le même temps, c'est ce que demandait la société, puisqu'on est passé de 1 milliard en 1800 à 3 milliards de personnes en 1960, à 8 milliards de personnes aujourd'hui. Donc un bond démographique. Et heureusement, on a réussi.
miracle de la transformation agricole à produire 2,5 fois plus de calories alors alors que la population doublait en 40 ans. Ça, c'est un miracle étonnant qui a déjà évité de nombreux morts et guerres. Pour autant, on en a oublié les autres questions. J'ai cité tout à l'heure les questions environnementales, je pourrais citer les questions sanitaires également, mais là où on vient d'en parler, c'est sur les questions de justice sociale et de stabilité politique. C'est aussi de ça dont il est question avec l'alimentation. Et c'est vrai que ce que dépeint Catherine est juste une concentration industrielle qui augmente, des processus de standardisation de l'alimentation, le contrôle hégémonique et la privation de certains États de la capacité de réguler ce qui est un processus, c'est pas uniquement une marchandise, l'alimentation. C'est quelque chose de sacré, quelque chose de vital. Les excès de la non-régulation, de la dérégulation du pouvoir de certains acteurs privés, y compris de leur cynisme, tout ça, c'est vrai et c'est bien décrit. Pour autant, je pense qu'on vient de vivre 2 épisodes qui nous amènent ailleurs. Les 2 épisodes, c'est Covid et c'est les conflits et la guerre en Ukraine, avec les basculements géopolitiques que cela traduit, et qui font qu'on redécouvre le fait que le marché qui a toujours été pourvoyeur d'alimentation de manière assez facile au XXe siècle n'est plus nécessairement garant de cette capacité d'alimentation et qu'il va probablement falloir réinventer. Alors, certains parlent de souveraineté, et souveraineté au niveau local. Ces mouvements sociaux ont fait émerger cette idée dans le domaine alimentaire à la fin des années 90. Maintenant, on en parle, et puis comme une réaction à la mondialisation au départ, hein. Et puis maintenant, on en parle avec ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau national. Mais du coup, on est bien sur ces questions politiques-là, de réinvestissement d'autres acteurs de manière différente dans un monde qui est en train de basculer. C'est pour ça que je disais, il faudrait que Catherine en fasse à nouveau, parce que ce qu'elle nous décrit, c'est en fait l'impasse provoquée par certaines tendances qui ont été construites au XXe siècle. C'est pour ça que je revenais sur ce retour historique. Je me suis permis ce petit détour. Mais en fait, on est à l'aube de quelque chose de nouveau et où l'alimentation va être complètement embarquée. Pour ça que je suis curieux de lire le prochain, parce que, en fait, et je reviens à ma question de la vertu du roman, mon utopie à moi, si elle devait s'exprimer, elle serait justement de réinventer un manger collectif au niveau local qui permette de traiter de ces différentes questions de santé, d'environnement, de stabilité politique, de justice sociale, mais qui permettent aussi d'alimenter un certain nombre de politiques nationales et de cadres de régulation internationaux qui fassent cohérence et qui ne mettent pas le monde à mal en le déstabilisant. Merci beaucoup. Donc, c'était les 3 grands thèmes que on peut trouver dans ce roman. Mais si vous le lisez, vous allez aussi trouver beaucoup d'autres choses, parce que l'intérêt de la littérature, selon moi, et par rapport notamment au cinéma ou aux fictions qui sont filmées, c'est que on peut projeter son propre imaginaire à chaque page et on peut tirer énormément de fils. Voilà. Donc, je voudrais juste terminer par une lecture, parce que je trouve qu'il y a aussi des moments tellement, tellement émouvants et frais dans ce roman, que j'aimerais vous les faire partager. Puis ensuite, je vous propose qu'on en parle tous ensemble. Alors, avec les lunettes, ça ira mieux. Maman, pourquoi ne pêche-t-on pas les poissons sur cette île? Tu sais bien que nous ne devons rien manger d'autre que l'alimenteste, ma chérie. Mais on ne les mangerait pas. On les mettrait dans un aquarium. Mais pourquoi? Ils sont bien mieux dans la mer, non? Pour les voir, maman. Pour les regarder nager. Un silence. Et nous sommes bien enfermés sur une île, alors pourquoi pas un poisson dans un aquarium s'il est bien nourri?
Nous ne sommes pas enfermés, Awa, répond Kumba sur le ton le plus neutre possible. Nous avons accepté de participer à un test et il doit être conduit dans de bonnes conditions. C'est pourquoi nous habitons ici pour quelques mois, isolés. Tout le monde commence à en avoir marre, tu le sais bien. Je préférais encore le village et l'élevage des petites bêtes, c'était moins triste. Ici, il n'y a que des cailloux et ils sont morts. Qu'en sais-tu? Ce sont peut-être des esprits? Et il ne faut pas les bousculer, dire de vilaines choses. Quand tu te promènes, je suis sûre qu'ils te protègent des mauvais pas. Fais attention à eux. Elle ajoute, en caressant tendrement les cheveux de la fillette. Un jour, nous irons voir des poissons dans le grand aquarium de la ville. Nous apprendrons à nager et nous nous baignerons dans la mer. Maman, les poissons, ils vont partout où ils veulent, même très loin? Ils traversent des océans? Merci Patrick et Catherine. Et je vous propose quand même de les applaudir. Et puis, je vais vous poser à vous tous, ceux qui sont présents physiquement et ceux qui sont présents à distance. Est-ce que vous nous écoutez toujours à distance? Est-ce que vous entendez? Est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça, c'est parfait, la communication est parfaite. Parfait, ben merci, parce que en plus, moi, j'ai la chance de ne pas pouvoir vous regarder, donc c'est un peu compliqué, mais on y arrive très bien quand même. Donc, tous et toutes, j'ai envie de vous dire, comment vous réagissez à tout ce que l'on vous a dit, exposé depuis une petite heure, là? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? On va déjà y aller de façon très, très ouverte. Christian, alors, j'ai un problème de micro. Comment on va faire pour que les questions soient entendues? Non, il faut venir ici, je crois. Oui, ma question, c'est en vous entendant, c'est évidemment passionnant et tout à fait enrichissant, mais je me demandais au fond comment ces écritures, ces travaux travaillent sur vous-même. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir écrit ça? Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans ce travail? D'autant plus si tu continues, et toi aussi, ça. Alors, à vous. J'ai fait allusion tout à l'heure, j'y reviens à Bruno Latour, Où atterrir. Et je pense que je partage avec Lucille une certaine éco-anxiété. Et en fait, finalement, cette incertitude qui nous habite, parce que comme Patrick l'a dit, et on saluera jamais assez les travaux des scientifiques, ceux du GIEC notamment, parce que quand on parlait de sources, quand même, j'ai lu non pas les milliers de pages des rapports, mais les synthèses aux décideurs, et on voit bien combien ils ont été importants pour aller alerter donc les décideurs politiques, les décideurs économiques sur les effets délétères de notre modèle de développement sur le dérèglement climatique. Donc ça, il faut le saluer, mais comme Patrick l'a dit, il reste pour nous, citoyens, et même pour les scientifiques, en fait, il y a cette imprédictibilité, cette incertitude radicale. Et finalement, moi, je vous l'ai dit, je suis pas scientifique, et c'était une manière aussi de vivre. C'est une manière aussi de vivre avec le trouble, d'écrire. Est-ce que je suis claire? Et en fait, j'étais bien contente parce que quand j'ai préparé après où je me suis posé la question, mais en fait, oui, pour quel dialogue est possible avec un scientifique, en fait, autour de quoi? Mais comme moi, je me projette dans le futur, je pense que c'est ça le nœud. C'est autour de cette incertitude entre, effectivement, le dialogue entre la raison de la science qui nous aide à comprendre ce qu'il advient, et puis en fait, la littérature, celle qui en tout cas s'empare de ces sujets, évidemment, de ces crises multiples, et qui finalement peut-être nous aider, comme je l'ai dit, à vivre avec cette incertitude. Et d'ailleurs, ça je voulais quand même le dire, j'ai trouvé donc des grands auteurs, des essayistes qui travaillent là-dessus, notamment un Indien qui s'appelle Amitav Ghosh et qui dit
est-ce que finalement la crise climatique, c'est pas une crise de l'imagination? Et nous aurions besoin, dit-il, d'une approche romanesque. Et encore, tu me permets une citation, parce que je l'aime beaucoup, parce que c'est vraiment important pour répondre, c'est parce que, en fait, comme le dit un autre auteur qui s'appelle Jean-Christophe, je crois, Cavalin, en fait, n'est réel en fin de compte que ce que notre imaginaire est finalement capable d'habiter. Et c'est pourquoi lui aussi, il invite à produire des récits, des récits. Voilà. Patrick, un petit mot là-dessus? Un petit mot. Alors, ça rejoint en partie. Moi, je dirais trois choses, mais très rapides. La première, c'est que j'y ai pris plaisir, tout simplement. Et alors, sur le moment, pas tellement, parce que c'était à Noël, ça a bousculé un peu mes vacances, et ça, c'est pour l'anecdote. Mais non, j'ai vraiment pris plaisir, et je prends plaisir aussi à le relire. Je l'ai relu là, juste avant. Pas parce que je me lis moi-même, mais puis voilà, j'écris pas j'écris pas bien, mais parce que je me reconvainc de certaines choses dont je vais parler là juste après. Le deuxième élément, c'est que j'ai apprécié ce sentiment du monde non académique qui vient à la rescousse du monde académique. Et pour trois raisons. Un monde académique qui sort de 2 siècles où il savait et il imposait son savoir dans la décision, et il avait du mal à reconnaître les incertitudes, les incomplétudes d'informations, ce qu'on ne savait pas, les raisons des désaccords, etc. Une science qui, aujourd'hui, est poussée dans ses retranchements par l'obscurantisme, et donc où l'enjeu est plus de s'intéresser à la manière d'organiser les doutes plutôt qu'uniquement les certitudes. Et le troisième enfermement de la science aujourd'hui, c'est un enfermement dans l'alerte. Donc, Catherine a cité le GIEC. Moi, j'ai été le fameux HLPE, donc j'ai monté des fois comparé au GIEC de l'alimentation, et donc où j'ai eu le bonheur d'œuvrer. Mais le scientifique alerte, dit qu'il va y avoir un effondrement, dit qu'on va dans le mur, et il se passe a priori rien. De le film donc Look Up. Et donc le fait de pouvoir établir un lien entre la connaissance ou la non-connaissance et l'action, et de pouvoir par l'imaginaire, par le récit, par le roman, tisser ce lien, était vraiment une source de plaisir. Et le troisième, et je finis très court avec ça, c'est du coup une science qui se réconcilie avec d'autres formes d'expression ou d'autres formes de savoir, dans la tradition des anciens et de la philosophie ancienne qu'on avait oublié. Je crois que vous soulevez quelque chose qui est fondamental dans le partage de la science, c'est qu'on sort un peu, avec science et littérature, de la fameuse disjonction entre raison et émotion, ou raison et sensibilité. Le problème, c'est qu'un individu, il est fait d'émotion, de sensibilité et de raison. Et c'est pas toujours facile de démêler la pelote. Et la littérature, elle est faite justement aussi. Elle peut être faite de tout ça. Elle peut être faite aussi de plein d'autres choses, et y compris des choses pas intéressantes, mais elle est faite de ça. Elle parle aux émotions. Donc, moi, la question, vraiment, je me pose la question, est-ce que tu as parlé de la Covid. Je me souviens, alors avant de poser la question, vous vous souvenez peut-être vous aussi, à l'issue du Covid ou de la Covid, peu importe, les scientifiques étaient un peu déprimés en disant mais c'est terrible, on s'est rendu compte que les citoyens comprenaient rien à la science, rien à la démarche scientifique. Bon, pourtant la science c'est le doute, donc c'est normal qu'on n'ait pas su, c'est normal qu'on avance en marchant, c'est normal qu'il y ait des controverses, personne n'y comprend rien. Bon, et on a même accusé l'IHEST de ne pas avoir vraiment suffisamment fait son boulot et qu'il aurait dû quand même expliquer ça au pauvre peuple qui n'y comprend rien. Bon, ok. Sauf que ils font pourtant tout ce qu'ils peuvent pour expliquer, les scientifiques. Et ils font beaucoup de culture scientifique. Ils communiquent énormément sur ce qu'ils font. Alors, pas seulement à l'IHEST, mais dans Univers Sciences, les CCSTI, et puis les scientifiques au quotidien, ils sont dans les médias, et bon.
Donc, il y a quelque chose qui ne suffit pas, qui passe pas. Donc, la question que je me pose, mais j'ai pas la réponse et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez aussi, c'est est-ce que si on passe par l'art, et si on passe par la littérature ou sur la poésie, si on trouve ce plaisir justement de la lecture dont parlait Nietzsche quand il disait il y a que les scientifiques qui se font plaisir avec la science, est-ce que on peut vraiment toucher les citoyens et finalement réconcilier par la sensibilité l'accord qu'on peut avoir avec la raison. Vas-y. Parce que- Je veux pas répondre. Non, non, je veux pas répondre. J'ai trop parlé, mais il y a deux disjonctions. Il y a celle entre raison et émotion. Il y a celle entre connaissance et action. Et action, oui. Tout autant. Et du coup, mais voilà, je veux pas répondre plus. Ça interroge aussi en retour la manière dont la science produit et la manière dont la science communique. C'est-à-dire, il suffit pas de communiquer ce qu'on a publié ou ce qu'on a produit, mais la manière dont on s'interface, la manière dont on construit et on reformule les connaissances avec les acteurs non académiques importe. Donc, il y a aussi l'effet retour par rapport à la question sur le questionnement sur la manière dont la science se comporte, elle aussi. Mais je veux pas répondre. Ou alors vous me le dites et puis. Merci. Je voudrais juste savoir, vous avez dit qu'on était à l'aube de quelque chose. Oui, oui. Oui, 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 merci beaucoup. Donc, vous avez dit qu'on était à l'aube de quelque chose, et moi, je suis curieuse. Bon, peut-être que ça. Vous pouvez développer pour qu'elle puisse commencer son deuxième roman? Les 2 derniers siècles pour accompagner la transition démographique, les transformations de l'agriculture, c'est basé sur 2 piliers, l'augmentation de la capacité à produire et des volumes de production. Donc, c'est fameux, est-ce qu'on est capable d'alimenter 10 milliards de personnes, hein, et la capacité à échanger et la libéralisation du commerce. Donc, en fait, les frontières étaient franchissables et on pouvait s'alimenter quand on... Alors, ça valait pour des produits qu'on ne produit pas chez nous. Par exemple, nous, on pourrait très bien vivre sans café, mais on va chercher le café. Mais par contre, il y a des produits qui sont d'ordre vital et que, en certaines conditions, on pourrait ne plus s'approvisionner. Et du coup, on vient de redécouvrir ça. On vient avec Covid et avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine et la Russie produisaient une partie importante des céréales et des oléagineux mondiaux. On vient de redécouvrir, on l'avait un peu découvert en 2008 dans ce qu'on avait appelé les émeutes de la faim, quand la Thaïlande a bloqué ses frontières par rapport à l'exportation de riz et que les prix se sont envolés sur le marché international. Donc, on vient de redécouvrir qu'il peut y avoir des blocages et que ça peut générer des processus de spéculation générateurs, d'émeutes, etc., etc. Donc, quand on parle de souveraineté, on en parle de la capacité à réindustrialiser ou à être autonome mais dès qu'on va parler d'alimentation, on parle de quelque chose qui est vital et qui va générer des émeutes, des révolutions, des guerres. Et voilà le début de quelque chose où je ne sais pas où on va aller. Est-ce qu'il y a plusieurs scénarios possibles dans cette évolution-là, entre la possibilité de retrouver des accords ou au contraire le fait que certains conflits et révolutions s'enquissent dans certaines régions du monde à cause de ça. Enfin, voilà, il y a plein de scénarios possibles. Mais il me semble qu'on est au début de quelque chose comme ça. Si ce n'est la refonte des chaînes de valeur et des échanges internationaux, si ce n'est la réorganisation des règles du commerce international, pour le moins, le fait de reposer la question de ce qu'est le commerce. Et ça renvoie en 2008-2009, le CIRIND et INRA avaient produit un exercice de prospective qui s'appelait Agrimonde. La question de départ, c'était est-ce qu'on est capable d'alimenter 10 millions de personnes? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une très mauvaise question. Enfin, c'est pas une très mauvaise question, on a reformulé la question et la question a été, les réponses ont été de dire, ben, ça dépend de comment on produit et des relations avec
environnement, santé, justice sociale, etc. Ça dépend de ce qu'on consomme. Et vous connaissez tous le débat aujourd'hui sur la question de la consommation des produits d'origine animale. Et puis ça dépend surtout de la manière dont on échange et la manière dont on commerce entre les pays. Et là, avec Covid et la guerre en Ukraine, on est passé à ça. Je crois qu'on a changé de monde de ce point de vue-là. Et du coup, il va falloir réinventer quelque chose et qui va nous concerner tous. C'est ça que je voulais dire. Sans être devin. D'autres questions? Est-ce que parmi à distance, est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de main qui se lève. Je crois qu'on a Bernard Picot-Mohem. Bernard, je pense que toi aussi, tu as écrit même plutôt un livre pour les jeunes. Et d'ailleurs, dans le petit livre qu'a montré tout à l'heure Evelyne, le livre collectif sur l'engagement face à la transition écologique, Bernard a écrit un article sur son livre qui n'est pas encore édité, mais qui va l'être, j'espère. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots? Oui, merci. Vous m'entendez là? Oui. Bien. D'accord. Bonjour à tous. Merci pour cette passionnante, cette passionnante présentation et débat. Enfin, je pose pas de questions, mais j'en aurais beaucoup. Ça pourrait nous entraîner assez loin. Alors, par rapport à la question que tu viens de me poser, Sylvain, donc effectivement, je suis aussi concerné. Enfin, je me suis reconverti en fait dans la littérature, plus spécialement d'ailleurs la poésie. Mais je vais pas m'appesantir là-dessus. Alors, par rapport à la démarche et au roman de Catherine Veglio, que j'ai malheureusement pas lu, j'ai trouvé dans ce qui a été dit des points communs entre ce que j'ai pu faire et ce que je pense et puis ce qui a été dit. S'il devait y avoir un point commun que vous avez fait, Madame Veglio, sur le point de vue de la liberté, vous avez dit, je crois, c'est de choisir ce qu'on va faire avec ce qui nous arrive quand il ne reste plus rien. Et quelque part, finalement, le point de départ, enfin le fondement de ma démarche, moi, c'est un peu la même chose. Donc après, je prends et je choisis des trajectoires complètement différentes. Mon point de départ, c'est la poésie, en fait. Et là, je suis arrivé effectivement avec la présentation, la perche que m'a tendue Sylvane, à un roman qui est un roman pour adolescents, qui met en scène, en fait, en action, deux adolescentes dont le but c'est de sauver le monde face effectivement à toutes les formes de dystopie qu'on peut l'imaginer. Et puis on va retrouver là aussi des points communs avec des choses qui ont été dites. Donc, bon voilà, alors si je devais peut-être résumer, moi, mon point de vue et un commentaire, alors l'agriculture, je suis pas compétent, mais sur la relation entre littérature et science, je pense qu'en fait aujourd'hui on est passé dans une époque, alors peut-être ça va changer, mais dans laquelle on a mis les choses à l'envers. C'est-à-dire que, si je schématise un petit peu, on a arrêté de penser le monde et on a délégué ou dévolu, non pas quelque part, le fait de penser à notre place. Et je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes dans différents domaines. Bon, l'agriculture, c'est possible, mais en tout cas dans le domaine de l'énergie, par exemple, ou dans d'autres domaines qui sont dans le roman que j'ai écrit là, viennent de là, en fait. Et quelque part, la littérature, c'est là où on peut retrouver le lien avec la science. C'est pour moi remettre au départ une pensée du monde. C'est-à-dire, alors c'est un peu abstrait et général, mais après on peut détailler. Quel monde veut que l'on souhaite. D'où le lien aussi avec la citation sur la liberté. Et du coup, moi, je pense que quelque part, c'est une fausse piste de croire que la technologie va sauver le monde et qu'on peut apporter à nos problèmes des solutions technologiques. Mais avant de faire ça, la question, c'est comment on pense le monde différemment. Et donc, les personnages de mon roman, c'est peut-être le cas aussi dans celui de Catherine, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est l'analogie entre ou la signification de Kumba qui veut dire force, parce que les personnages que je mets en action sont aussi deux adolescentes qui n'ont
a priori que leur faiblesse au départ, mais qui vont le transformer en force, un petit peu comme dans le mythe, si vous voulez, de David et Goliath. Donc bon, voilà ce que je peux dire. J'ai bien aimé aussi la citation, disant que, mais ça rejoint un petit peu ça, de la personne indienne là, dont j'ai pas retenu le nom, que vous avez cité, mais qui dit que quelque part, face au monde, on n'est en réalité pas dont les solutions sont technologiques, mais face à une crise de l'imagination. Et je pense que c'est là que la littérature se situe, en fait. C'est réimaginer les choses, le monde, la vie de façon différente. Moi, je vais pas me développer plus, parce que on n'a pas le temps, je pense. Mais voilà, en grosso modo, ce que je peux dire. Je veux juste vous dire, c'est un auteur qui s'appelle Amitav Ghosh, mais avec Patrick, on a fait une bibliographie qui est disponible. Mélissa Huchery pourra vous l'envoyer aussi si vous êtes intéressé. On retrouve donc plusieurs sources sur ces sujets migration, alimentation. Bon, je pense que, est-ce qu'il y a, on peut encore prendre une intervention? Ah, très bien. Oui. Oui, si je pouvais intervenir. Oui, tu peux intervenir ou vous pouvez intervenir. Je sais pas. Alors, merci beaucoup. Bon, moi, je suis une ancienne auditrice CHEST. Je ne suis pas du tout romancière ni écrivaine. Je suis simplement une ancienne scientifique. Patrick, évidemment, me connaît. Et une scientifique dans le domaine, justement, de la technologie de l'alimentation. Et j'ai énormément apprécié votre débat. Merci beaucoup. Hein. Quand on est à distance, on est très heureux d'avoir ce genre d'écho et ce genre de propos. Je voulais simplement souligner un caractère, enfin quelque chose qui me travaille là au travers de tout votre exposé. C'est alors le roman fiction formidable. Enfin moi j'adhère complètement. Il est dans un scénario sombre. Et quand j'entends Patrick parler quand même de résultats scientifiques, même de technologie, on va dire, même si certains pensent que ça peut être bon, c'est fini maintenant, l'aide de la technologie. Je pense qu'on peut encore faire beaucoup avec la technologie. Il n'y a pas que des scénarios sombres à partir des résultats scientifiques. Il peut y avoir des scénarios positifs où on essaie de sortir de et c'est ça qui enfin, c'est ce qui m'a, c'est un peu le fil rouge de vos propos. Le roman fiction ne peut ne pas aller que vers des scénarios sombres. Et je pense que si on veut aussi avoir des lecteurs, parce qu'ici autour de la table, on a une certaine moyenne d'âge, je pense que ouvrir aussi le débat et ouvrir la science comme on essaie de le faire auprès des plus jeunes, hein, c'est peut-être aussi avoir un panel de scénarios qui ne sont pas que sombres, qui montrent aussi la richesse de nos réflexions, la richesse des potentiels de connaissances. Et voilà, c'est pas une critique, c'est juste mon ressenti avec vos propos. Je n'ai pas lu le livre, hein, et vous m'en excuserez. Mais bon, votre débat était vraiment très intéressant et amène évidemment beaucoup de réflexions. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être terminer, puisqu'il est l'heure, hein, il est 19h05, 20h05. On va terminer peut-être sur cette note un peu optimiste, je dirais, pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Il ne se termine pas de façon tout à fait sombre, le livre de Catherine. Il y a une lueur d'espoir. Tu veux rajouter quelque chose rapidement? Sur la dystopie. Sur la dystopie? Oui, j'entends tout à fait ce que dit Madame Marin. Et en plus, je partage. Et justement, je voudrais l'interpeller comme tous les scientifiques, parce que effectivement, dans ce contexte qu'a rappelé Sylvane, avec une négation de la science aux États-Unis, une défiance par rapport à la science, des fausses informations, les scientifiques doivent vraiment aussi s'emparer de cet enjeu narratif pour revivifier le dialogue entre la science et la société. Et c'est vraiment, on le voit maintenant, une question qui met en jeu notre démocratie, en fait. C'est une question démocratique, hein, comme l'explique bien Sylvane.
Madame Perrine Simon-Naoum, qui est venue bien nous expliquer ça. Mais ce que je voulais dire sur la dystopie, c'est que, comme pourraient le redouter certains, ça ne nous résigne pas au pire. Loin de là, pour moi, c'est une manière aussi d'alerter, de montrer comment aussi, par rapport à un tel scénario, je l'avoue bien, qui peut être caricatural, mais volontairement, c'est nous inviter à rester éveillés, ébranlés, comme disait le grand philosophe Jan Patočka tchèque, par rapport à ce qui peut advenir. En fait, c'est vraiment ça, c'est notre capacité à rester attentif face aux évolutions sociales, politiques, culturelles que nous connaissons et où il y a quand même, j'en reviens en migration parce que c'est quand même, tu m'as dit, ce qui m'anime, il y a quand même aujourd'hui une narration complètement empoisonnée. Cette formule n'est pas de moi, c'est un ancien responsable de l'Organisation internationale des migrations. Je vous invite à lire ce type justement de littérature scientifique. Les rapports ne sont pas assez lus, alors que là, il y a tous les chiffres et ça déconstruit totalement la narration empoisonnée qui est en train de dévitaliser notre vie démocratique en Europe, aux États-Unis, où là, la violence maintenant est devenue, elle est là, dans les rues. Et donc, il faut vraiment en être conscient et j'invite donc à lire ce type de rapport qui déconstruit beaucoup d'idées fausses qui prennent beaucoup trop d'espace dans le débat public. Merci Catherine. Alors, je voudrais, pour terminer, et puis je vous laisserai applaudir, mais vraiment tout son souffle, je voudrais terminer sur un poème de Victor Hugo. Je ne vais pas le lire en entier parce qu'il est un peu long, mais c'est « Sonnez, sonnez toujours, clairon de la pensée ». Quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressée, jouait de la trompette autour de la cité, au premier tour qu'il fit, le roi se mit à rire. Au second tour, riant toujours, il lui fit dire « Crois-tu donc renverser ma ville avec du vent ?» Je vous laisse lire la suite, mais la fin c'est « Au septième tour qu'il fit, les murailles tombèrent. » Merci beaucoup.